Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce midi. Je suis Christian Lavallée, je suis microbiologiste infectiologue à Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler de BGNPC. La raison pour laquelle on fait cette présentation-là aujourd'hui, c'est parce qu'on en a eu quelques cas à l'installation HMR. Et puis, dans le fond, on trouvait que c'était un bon moment. Là, il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions sur ces bactéries-là. On trouvait que c'était un bon moment pour vous donner de l'information à ce sujet. Donc, en termes d'objectifs, ce que je voudrais avec vous aujourd'hui, c'est qu'on revienne sur des concepts de BGNMR et de BLSE qui sont, dans le fond, des acronymes sur certaines bactéries, ou en tout cas des acronymes qu'on met sur des rapports de laboratoire que vous voyez. Puis notre petit nouveau, BGNPC, on va aussi définir EPC, quoique c'est un acronyme qu'on n'utilise pas beaucoup ici à Maisonneuve. On va essayer de se familiariser avec l'impact clinique de la colonisation et de l'infection avec les BGNPC, puis on va surtout parler de mesures de prévention et de surveillance pour ces bactéries-là. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation, puis dans le fond, le plan va suivre les objectifs. Tout au long de la période de ma présentation, du moins la première portion de ma présentation, je vais utiliser ce schéma-là pour vous montrer comment on voit, les microbiologistes, la paroi d'une bactérie. Donc, les bactéries ont une membrane cytoplasmique, comme nos cellules à nous. À la surface de ces membranes-là, il y a plusieurs récepteurs, dont certains qu'on appelle les PBP pour Penicillin Binding Proteins. Une des choses particulières que les bactéries ont, que nous, on n'a pas, c'est une paroi cellulaire en plus de la membrane cellulaire. Puis cette paroi cellulaire-là est composée en grande partie de peptidoglycans, qui sont des grandes chaînes de sucre. Puis les PBP ont un très, très grand rôle à jouer dans la formation de cette paroi cellulaire-là. On va y revenir. En termes de bâtonnet gram-négatif, il y a des bactéries là-dedans que vous êtes habitués de voir. Donc, on a la grande famille des Enterobacteriaceae ou des entérobactéries qui comprennent, la liste n'est pas exhaustive, mais probablement les bactéries que vous voyez les plus fréquemment en termes de bâtonnet gram-négatif, donc les E. coli, les Klebsiella, les Strobacter, les Enterobacter, qu'on voit régulièrement chez les patients hospitalisés. Il y a par contre des bâtonnets gram-négatifs qui ne sont pas des entérobactéries, qu'on appelle les non-fermenteurs. Puis les trois principaux qu'on voit à l'hôpital sont les Acinetobacter, les Pseudomonas aeruginosa, puis les Stenotrophomonas maltophilia. Autre chose pour mettre la table sur ce dont on va parler, c'est les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, c'est une grande classe d'antibiotiques qui sont divisés en 4 familles. Donc, les pénicillines, les céphalosporines, les monobactams, puis les carbapénèmes. Dans les pénicillines, vous reconnaissez la pipéracilline qu'on couple souvent avec du tazobactam. La céphalosporine qu'on divise en 4 générations. Ceux que vous voyez probablement le plus souvent, le céphazolin dans la première génération, ceftriaxone, ceftazidime dans la 3e génération. Monobactam, ce n'est pas disponible au Canada, on en prescrit très, très peu. Il faut faire une demande d'accès spécial à Santé Canada. Puis les carbapénèmes qui sont aussi une autre classe d'antibiotiques ou famille d'antibiotiques que vous voyez fréquemment, l'ertapénème, l'imipénème puis le méropénème. Donc, comment tous ces antibiotiques-là fonctionnent? Ils fonctionnent tous de la même façon. Ils ont tous un noyau qu'on appelle bêta-lactam qui va aller se lier au PBP. Puis à partir du moment où l'antibiotique va se lier à ces PBP-là, à la surface des bactéries, la bactérie n'est plus capable de faire sa paroi cellulaire puis va mourir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'antibiotique réussit à rejoindre mon PBP, la bactérie elle meurt, puis nous, on est bien contents. Ce qui m'amène à vous parler de BGNMR, de BLSE puis de BGNPC. Donc, les BGNMR, tout ce que c'est, ce sont des bâtonnets gram-négatifs multirésistants. Comment on définit la multirésistance? Il n'y a pas de vraie définition. Il n'y a pas de définition universelle. Ça dépend de chaque région du monde, des pays. Même dans les études, chaque personne définit la multirésistance d'une façon différente. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que, dans le fond, cette définition-là varie selon les micro-organismes. Donc, la définition d'un BGNMR n'est pas la même pour un E. coli que pour un Pseudomonas aeruginosa. Dans votre vie à vous, ça ne fait pas tellement de différence parce que c'est la job du laboratoire de regarder chacun des antibiogrammes qu'on fait puis de dire est-ce que cette bactérie-là, c'est un BGNMR ou pas. À Maisonneuve, notre définition va bientôt changer. Je vous montre la définition qu'on a présentement. Donc, c'est une souche pour laquelle il reste uniquement 1 ou 2 classes d'antibiotiques pour lesquelles la bactérie est sensible. Mais dans le fond, de plus en plus, les gens disent qu'au lieu de regarder les classes qui restent sensibles, on devrait plutôt regarder les classes qui sont résistantes. Donc, il faut faire des petits ajustements. Mais encore une fois, dans votre vie à vous, ça ne fait pas de différence parce que, dans le fond, ce qui va être important, c'est que sur votre rapport, vous regardiez est-ce qu'on dit que c'est un BGNMR ou pas.
Donc, 2 exemples, vous auriez par exemple 2 E. coli, un qui est sensible à une classe, les aminosides, qui est sensible au carbapénème, qui est sensible au quinolone, donc sensible au total à 3 classes. Présentement, avec notre définition, comme il y a plus que 2 classes qui sont sensibles, on dirait absence de BGNMR, alors que vous avez un coli à côté qui est sensible en réalité à une seule classe d'antibiotiques, les carbapénèmes. Donc, sur ce rapport-là, on écrirait présence de BGNMR. Le problème de ça, c'est que c'est compliqué. Chaque personne a une définition différente. Il faut regarder chacun des antibiogrammes, se mettre à compter combien de classes il reste. Donc, c'est un problème. Une autre façon de voir les organismes multirésistants, c'est de les regarder en combinaison de bêtes avec un antibiotique ou une classe d'antibiotiques. L'exemple classique, c'est le SARM. Donc, les Staph aureus, ce n'est pas toute la résistance aux Staph aureus qui nous intéresse. Dans les faits, ce qui nous intéresse, c'est de dire, devant un Staph aureus, est-ce qu'il est sensible à l'oxacilline ou la méticilline, là, c'est la même chose, qui est dans le fond l'antibiotique qu'on voudrait donner. Puis dans le fond, s'il est résistant à cet antibiotique-là, on dit que c'est un SARM. S'il n'est pas résistant, on dit que c'est un Staph aureus ordinaire, un SASO, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, on regarde vraiment une bête puis un antibiotique. Pour les entérobactéries, ma grande famille de bâtonnets gram-négatifs, mes E. coli, mes Kleb, la façon dont on a de regarder ça, c'est regarder la sensibilité aux céphalosporines de 3e génération. Je vous rappelle que c'est la ceftriaxone puis la ceftazidime. Puis le mécanisme de résistance qui nous intéresse le plus dans cette catégorie-là, c'est les BLSE. Donc encore là, vous voyez ça une fois de temps en temps sur nos rapports. La signification puis qu'est-ce que c'est, on y reviendra dans quelques diapositives. Puis là, de plus en plus, depuis les années 2000, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la résistance au carbapénème, donc à l'hémipénème, au méropénème puis à l'ertapénème de nos entérobactéries, mais particulièrement quand cette résistance-là est causée par des carbapénémases. Puis encore une fois, dans 2 diapositives, je vais commencer à vous expliquer ce que ça veut dire BLSE puis carbapénémase. Donc vraiment, on passe d'une approche où on regarde des classes d'antibiotiques, toutes les classes d'antibiotiques, à une approche où on regarde un groupe de bactéries puis leur résistance à des antibiotiques clés. Donc, c'est quoi un BLSE puis une carbapénémase? Je vous rappelle encore une fois ma classification d'antibiotiques des bêta-lactamines. Je vous rappelle que les céphalosporines de 3e génération, c'est la ceftriaxone, la ceftazidime, puis que les carbapénèmes, c'est l'ertapénème, l'imipénème puis le méropénème. Je vous rappelle encore que pour que tous ces antibiotiques-là fonctionnent, il faut que l'antibiotique se lie à mon PBP. À partir du moment où mon antibiotique se lie au PBP, la bactérie ne fait pas sa paroi. Une bactérie pas de paroi, ça meurt, puis nous, on est content. Il faut comprendre que les bactéries entre elles, avec les champignons dans l'environnement, se font la guerre aux antibiotiques depuis des millions d'années. Vraiment, il y a plein de bactéries de l'environnement qui sont des machines à faire des antibiotiques. Les champignons, d'ailleurs, la pénicilline, ça a été découvert à partir d'une souche de pénicillium qui sécrétait une molécule qu'on a fini par appeler de la pénicilline. Mais tout ça pour dire que les bactéries se font la guerre entre elles, donc elles ont des mécanismes pour résister aux antibiotiques. Donc ici, mon petit Pac-Man, qui est une bêta-lactamase, serait produit par mon E. coli pour dire quelque chose. Puis le rôle de la bêta-lactamase, c'est vraiment d'aller manger l'antibiotique avant que l'antibiotique puisse tuer la bactérie. Donc une bactérie qui est résistante à l'ampicilline pour dire quelque chose, en général, c'est qu'elle produit un petit Pac-Man qui va aller manger l'ampicilline avant que l'ampicilline puisse tuer mon E. coli. Fin des années 70, début des années 80, les pharmacologues, les compagnies pharmaceutiques disent, est-ce qu'on ne peut pas faire une bêta-lactame qui est plus grosse, puis dans le fond que les bêta-lactamases ne seront pas capables de manger, donc arrivent les céphalosporines de 3e génération comme la ceftriaxone, puis dans le fond, les bêta-lactamases que le E. coli produisait n'étaient pas capables de manger la ceftriaxone. Fait que la ceftriaxone, elle allait se lier au PBP, une ceftriaxone qui se lie au PBP, pas de paroi, la bactérie meurt, puis nous autres, on est bien contents. À cette époque, le Surgeon General américain, qui est l'équivalent du ministre de la Santé ou de la Santé publique, si vous voulez, a dit devant les Nations unies « It's time to close the book on infectious disease ». Les gens étaient tellement impressionnés par les céphalosporines de 3e génération, ils disaient « On n'aura plus jamais besoin d'aucun autre antibiotique. Vraiment, arrêtez de développer des antibiotiques. On a la solution à tous les problèmes de maladies infectieuses bactériennes ». Évidemment, ce n'était pas comprendre la microbiologie parce qu'en dedans de 1 an ou 2, qu'est-ce que les bactéries se sont mis à faire? Ils se sont mis à produire des plus gros Pac-Man.
donc des plus gros Pac-Man qu'on a appelés des BLSE pour bêta-lactamase à spectre étendu, parce que les céphalosporines de troisième génération, on appelait ça des céphalosporines à spectre étendu ou élargi. Là, il y a un peu de chicane en langue française à savoir si le E devrait être étendu ou élargi. Mais dans le fond, parce que ces antibiotiques-là étaient appelés des céphalosporines à spectre élargi, on va dire, bien, ils ont appelé ça des BLSE pour des bêta-lactamases à spectre élargi ou étendu. Mais c'est pas grave parce que dans le fond, il y a des pharmacologues puis des compagnies pharmaceutiques qui n'avaient pas écouté le Surgeon General puis qui avaient commencé à travailler sur une nouvelle famille de bêta-lactamines qu'on appelait les carbapénèmes. Ici, je vous ai illustré le méropénème qui est littéralement une bêta-lactamine autour duquel ils ont mis des petits piquants pour faire en sorte que les BLSE ne puissent pas manger le méropénème. Puis dans le fond, le méropénème, lui, est capable d'aller se lier au PBP. En se liant au PBP, pas de paroi, une bactérie, ça meurt. Puis nous autres, on est bien contents. Cette fois-ci, ce n'est pas le Surgeon General qui a été un peu naïf, c'est l'ensemble des travailleurs de la santé. Donc, l'ensemble des docteurs puis des travailleurs de la santé, dans les années 2000, on dit presque « It's time to close the book on infectious disease » parce qu'on avait l'impression que les carbapénèmes, c'était bon contre tout. Fait que quand on ne veut pas se poser de questions, on prescrit un carbapénème. Vous voyez qu'on en prescrit beaucoup de carbapénèmes. Puis dans le fond, on ne se posait pas de questions, on se disait « ça marche contre à peu près toute cette affaire-là, sauf le SAM puis le RV. Fait que donnons des carbapénèmes puis posons-nous pas trop de questions. » Mais encore là, c'était vraiment naïf parce que qu'est-ce que les bactéries ont fait? C'est pas compliqué. Ils ont pris à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années à commencer à produire des bêta-lactamases avec des dents, dans le fond, qui sont capables d'aller manger les carbapénèmes avant que les carbapénèmes puissent tuer la bactérie. Donc vraiment, ces carbapénémases-là, ces enzymes-là qui sont capables de manger les carbapénèmes, c'est vraiment de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En résumé, parce que vous allez voir surtout du BLSE puis du BGNPC dans nos rapports de laboratoire, les BLSE, c'est des enzymes qui détruisent les céphalosporines de troisième génération, présentes depuis les années 80, en hausse dans la communauté. Là, le but n'est pas de parler de BLSE, mais on en voit de plus en plus les BLSE, puis ça, c'est presque aussi inquiétant dans la communauté. Là, beaucoup de patientes qui nous arrivent avec des infections urinaires, avec des souches productrices de BLSE. Puis dans le fond, le principal problème de ça, c'est qu'il y a des patientes qui ont des cystites, donc des infections urinaires bien ordinaires, qu'on est obligé de traiter avec des antibiotiques intraveineux parce qu'on n'a plus d'options par la bouche. Alors que les carbapénémases, ça a été décrit surtout depuis le milieu des années 90, on en voit un peu partout dans le monde depuis les années 2000, puis ça s'est vraiment répandu là, en 15-20 ans comme une traînée de poudre, puis c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Un bémol que je veux faire, parce que si vous voyez des avis de la santé publique de Montréal, ils parlent d'EPC, alors que nous, à Maisonneuve, on a décidé de parler de BGNPC. BGNPC, ce que ça veut dire, c'est bâtonnet gram-négatif producteur de carbapénémase. C'est une définition qui est plus englobante. Ça inclut à la fois les entérobactéries comme les E. coli, les clèbres, les protéus, mais ça inclut aussi d'autres bactéries comme les pseudomonas qui peuvent être producteurs de carbapénémase. Alors nous, on a préféré choisir l'appellation BGNPC pour ne pas parler de PC quand c'était des entérobactéries, puis de BGNPC quand c'était pas des entérobactéries, puis mélanger les gens. Alors qu'à la santé publique, parce que la majorité des problèmes de santé publique associés à ça étaient dans les entérobactéries, eux, ils ont décidé de garder l'appellation EPC. Sachez que pour les fins de la discussion, puis pour ce que vous avez à retenir sur ces bactéries-là, c'est vraiment la même chose. Là, c'est interchangeable dans les faits entre les deux. Puis une dernière diapositive récapitulative, où vous avez l'ensemble des entérobactéries. Vous pourrez avoir des BGNMR qui sont définis par les classes d'antibiotiques auxquelles ils sont sensibles. On peut définir la résistance des entérobactéries à partir de leur résistance aux céphalosporines de troisième génération, où là, c'est surtout les BLSE qui nous intéressent. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse encore plus, c'est la résistance aux carbapénèmes, particulièrement le sous-groupe de ces souches-là dont la résistance est due à des carbapénémases. Donc, après cette longue introduction pour mettre tout le monde, pour faire comprendre à tout le monde ce que c'est qu'une carbapénémase, parlons de carbapénémase. Le problème des carbapénémases, c'est qu'il y en a plusieurs. Quand on parle de SARM, généralement, on ne se préoccupe pas trop de quelle sorte de SARM que c'est, parce que dans les faits, à peu près tous les SARM sont créés égaux. L'ERV, déjà, on ajoutait un niveau de complexité avec l'ERV parce qu'on parlait de VANA puis de VAN-B. Mais dans les faits, le VAN-B, on n'en a tellement pas souvent, puis le problème est tellement un problème de VANA que dans les faits, c'est hyper rare qu'on parle de VAN-B. Puis dans les faits, l'ERV, ça reste quelque chose d'assez simple. Le problème des carbapénémases, c'est qu'il y en a plusieurs sortes. Ici, je vous en ai mis juste 6, mais la liste est beaucoup plus longue que ça.
Je vous ai mis en rouge celles qu'on a trouvées à Maisonneuve dans les 2 derniers mois. Donc, on a trouvé surtout des KPC, on a trouvé un IMI-NMC puis un NDM, mais il faut comprendre qu'il y a aussi d'autres carbapénémases que je n'ai pas mises sur cette diapositive-là. Puis juste des exemples de bactéries dans lesquelles on a trouvé ce genre de gènes-là. Vous avez ici les 4 carbapénémases les plus fréquentes à l'échelle de la planète. Donc, les KPC, vraiment, le principal problème qu'on a présentement, c'est un problème de KPC. C'est un gène ou un mécanisme de résistance qui vient des États-Unis, donc trouvé en 1994 en Caroline du Nord. Il y a de la belle littérature qui montre que ces souches-là sont allées à New York. De New York, sont allées en Israël, ont contaminé l'ensemble du pays. Ils ont eu un gros problème d'éclosion de KPC dans l'ensemble des hôpitaux du pays en Israël. Puis de ces hôpitaux-là, les KPC se sont répandus un peu partout à travers le monde. Les VIM, c'est surtout un problème de la Grèce et de l'Italie. Les IMP sont surtout un problème de l'Asie, au Japon, Taïwan, Australie. Puis vous avez peut-être entendu parler, là, ça commence à dater un peu, là, mais 2011-2012, là, les NDM avaient fait les manchettes de la presse, le Journal de Montréal, donc dans la littérature non scientifique. On avait beaucoup parlé de ça parce que c'était des bactéries qui avaient été trouvées beaucoup dans le sous-continent indien, des bactéries pour lesquelles il n'y avait à peu près pas de traitement possible. Puis dans le fond, il y avait eu de la belle littérature là, sur des touristes médicaux, dans le fond, des gens qui allaient faire du tourisme médical en Inde puis qui revenaient dans leur pays d'attache avec ces bactéries-là. Au Québec, on a un programme de surveillance des BGNPC depuis 2014. Il faut noter ici sur les chiffres que je vous présente que ce programme-là est volontaire. Donc, ça ne représente pas toutes les souches du Québec. Il y a un deuxième programme de surveillance au laboratoire de santé publique où on a toutes les souches, puis c'est plus de patients que ça. Mais la beauté de ce programme-là, c'est que ça nous permet de voir qui est colonisé puis qui est infecté. Vous voyez que la première année, on avait un peu plus que 60 patients colonisés pour une quinzaine de patients infectés. L'année d'après, 2015-2016, on avait presque 100 patients, donc on avait une augmentation, pas tout à fait de 50 %, mais presque. Puis ici, j'ai extrait dans la base de données là, les souches qui sont rentrées du 1er avril à septembre 2017, donc à peu près la moitié de l'année. Puis vous voyez qu'à peu près la moitié de l'année, on a déjà autant de souches qu'on en avait pour une année complète l'année passée. Donc, si la tendance se maintient, on pense d'avoir doublé le nombre de patients colonisés. Pour l'instant, le nombre de patients infectés n'a pas bougé, mais comme je vous dis, ça, c'est des données très préliminaires. Au Canada, la même chose. Les dernières données, là, ils sont disponibles de 2016, mais dans le sens qu'on les a vus dans des réunions, mais ils n'ont jamais été publiés, fait qu'on n'a pas accès aux diapositives, mais vous voyez que c'est un peu la même chose. Une espèce de tendance de croissance exponentielle où, ici, en 2014, là, où on a l'impression que la barre est plus basse, c'était juste la moitié de l'année, puis effectivement, à la fin de l'année, ça avait presque doublé encore là. En termes d'aspect géographique, ce qui est intéressant des données canadiennes, c'est qu'on voit qu'encore une fois, le Canada, c'est 2 solitudes. Donc, l'Est du pays, qui a plus de contact avec les États-Unis, New York et l'Europe, a vraiment un problème de KPC. Donc, la majorité des souches que vous voyez en rouge, c'est des souches qui proviennent de l'Ontario puis du Québec. Alors que le NDM, qui est, comme je vous disais, associé surtout au sous-continent indien puis à l'Asie, est vraiment un problème qu'on retrouve en Colombie-Britannique parce que, dans le fond, ils ont beaucoup plus de contact avec ces pays-là. Donc, vraiment, la distribution des gènes de résistance n'est vraiment pas la même à la grandeur du pays. Mais l'augmentation, par contre, elle est indéniable. Juste pour vous montrer à quel point ces problèmes-là peuvent être importants, vous avez ici une carte de l'Europe avec un programme de surveillance où ils regardent les souches de Klebsiella pneumoniae, productrices de carbapénémase, dans les hémocultures. Donc ça, on ne peut pas se poser la question, est-ce que ces patients-là sont infectés ou pas? C'est sûr qu'ils sont infectés. On a trouvé la bactérie dans leur sang. Vous voyez que c'est très variable en Europe. Vous avez des pays comme les pays scandinaves, l'Angleterre, l'Irlande, où vous avez moins de 1% des souches de Klebsiella retrouvées dans des hémocultures qui sont résistantes au carbapénème. Mais vous avez par contre des pays comme l'Italie, où si vous faites une bactériémie à Kleb pneumo en Italie, vous avez 25 à 50% des chances que votre souche soit résistante au carbapénème. Puis si vous êtes en Grèce, c'est encore pire, vous avez plus qu'une chance sur 2 que votre souche soit résistante aux meilleurs antibiotiques qu'on pensait avoir contre ces bactéries-là. Juste pour vous montrer la courbe épidémique ou épidémiologique de Israël. Donc, vraiment, Israël qui en avait vraiment pas beaucoup, puis vraiment, janvier 2016, là, tranquillement pas vite, les choses ont augmenté. Ils avaient des taux d'incidence là, de 60 nouveaux cas par 100 000 admissions par mois. Donc, vraiment, là, ce que nous, on a vu au Québec dans une année, eux, ils avaient ça par mois au pire de leur éclosion.
Pourquoi est-ce qu'on s'en fait tant que ça avec les carbapénèmes? Bien, le problème, c'est que ça détruit l'ensemble des bêta-lactamines. Donc, à partir du moment où vous avez un gros Pac-Man avec mes dents, là, un gros KPC, bien, vous ne pouvez plus utiliser de pénicilline, vous ne pouvez plus utiliser de céphalosporine, vous ne pouvez plus utiliser de carbapénème. Point. Qui sont les antibiotiques parmi les plus efficaces puis qui ont le moins d'effets secondaires. Les antibiotiques qu'on utilise à tous les jours parce que, justement, ils sont bons puis ils ne nous donnent pas trop de problèmes. En plus, c'est que ces mécanismes de résistance-là, ces gènes de résistance-là, sont contenus sur des plasmides qui contiennent d'autres mécanismes de résistance, puis on va revenir aux plasmides à la prochaine diapositive. Et ces plasmides-là, on n'avait à peu près jamais vu ça dans la littérature, sont hyper mobiles, c'est des espèces de petits hyperactifs qui sautent d'une bactérie à l'autre. Donc, vous avez ici un Klebsiella pneumoniae qui est résistant parce qu'il y a un plasmide. En plus de tous ces autres gènes de son matériel génétique normal, il y a un petit morceau de matériel génétique qu'on appelle un plasmide qui contient plusieurs gènes de résistance. Donc, il contient un KPC qui le rend résistant à toutes mes bêta-lactamines. Il contient un gène qui le rend résistant à la tobromycine, pour dire quelque chose. Puis, il contient un gène qui le rend résistant à la ciprofloxacine. Le problème de ce plasmide-là, c'est que si dans l'intestin de votre patient, vous avez un Kleb pneumo porteur de ce plasmide-là qui rencontre le E. coli le plus sensible au monde, donc un E. coli qui est sensible à tous les antibiotiques, bien, le Kleb, là, il est capable de faire une copie du plasmide puis de le donner à l'autre à côté, puis vous vous ramassez avec, soudainement, du jour au lendemain, un E. coli qui est résistant à tous ces antibiotiques-là. Donc, vraiment, la mobilité de ce plasmide-là d'une souche à l'autre fait en sorte que chez un même patient, c'est pas rare qu'on y trouve, par exemple, un Kleb pneumo producteur de KPC la semaine 1, puis la semaine 2, on y trouve un Kleb pneumo puis un E. coli, puis après ça, la semaine d'après, il peut avoir perdu son Kleb puis avoir un citrobactère. Donc, en termes de suivi au laboratoire, c'est pas toujours simple parce que ce plasmide-là saute vraiment d'une bactérie à l'autre. Le mode de transmission est un mode fécal-oral, donc c'est des bactéries qu'on trouve dans notre tube digestif, et par contact. Mais on dit par contact, mais en théorie, ça veut dire que si vous avez été en contact en ayant touché quelque chose de l'environnement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait des mains avec un peu de sel sur ses mains qui a touché à cet endroit-là avant. Donc, vraiment, le transfert avec les mains, le transfert avec l'objet de l'environnement, le matériel partagé. Donc, vraiment, ça reste du contact puis de la voie fécale-orale. Il n'y a rien de spécial dans la transmission de ces bactéries-là. En termes d'impact clinique, bien, ce n'est pas parce qu'on a cette bactérie-là qu'on va avoir des symptômes. Donc, on peut être colonisé avec un BGNPC ou on peut être infecté. Donc, la question, c'est qui se colonise, qui s'infecte. Une diapositive que j'ai empruntée à un de mes collègues du CHUM il y a quelques années déjà, puis que je n'ai jamais eu le courage de refaire en français, alors je m'excuse. C'est la seule diapositive en anglais que vous allez voir aujourd'hui. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en général, ce sont des patients malades. C'est des patients avec des comorbidités qui se colonisent et qui s'infectent avec ces bactéries-là. Donc, les gens qui sont en post-chirurgie, qui ont des néoplasies, qui ont des maladies pulmonaires obstructives chroniques, qui ont été hospitalisés, qui ont des hospitalisations longues, à qui on a donné beaucoup d'antibiotiques, des patients avec des greffes d'organes, des patients avec des plaies. Donc, vraiment, en théorie, pas vous dans la salle, mais plutôt n'importe quel patient hospitalisé ou presque à Maisonneuve-Rosemont. En termes d'infection, donc qui va développer des symptômes puis on va avoir besoin de le traiter pour son infection avec un BGNPC, bien, l'utilisation de matériel invasif, là, comme les cathéters veineux centraux, le fait d'être allé aux soins intensifs, encore là, vous les avez ici, aussi l'âge avancé, le diabète. Donc vraiment, encore une fois, c'est des patients malades qui risquent de s'infecter avec ça. Du moins pour l'instant, c'est l'épidémiologie de ces bactéries-là. Sur le risque d'infection, la meilleure étude est une étude qui date de 2012 où ils ont regardé 502 patients en Israël qui étaient nouvellement colonisés. Ils ont à peu près 10% des patients qui ont développé une infection. Quand on regarde les données de SPIN BGNPC, c'est à peu près ça, bon an, mal an, qu'on a, là, une dizaine de pourcentage d'infection par rapport à nos colonisés. Les facteurs de risque, dans le fond, le fait d'être allé aux soins intensifs, le fait d'avoir un cathéter veineux central, le fait d'avoir pris des antibiotiques, entre autres les fluoroquinolones, le fait d'avoir le diabète. Donc, encore une fois, des patients qui sont instrumentés, puis qui sont malades, puis qui reçoivent des antibiotiques. Est-ce qu'il y a des options de traitement? Il n'y a évidemment pas d'études randomisées contrôlées qui a été faite pour traiter ces patients-là. Donc, tout ce qu'on a sur les traitements, c'est vraiment des rapports de cas, des séries de cas, des études rétrospectives. On n'a pas de bonnes études. Le problème, c'est que souvent, quand vous regardez l'antibiogramme de ces bactéries-là, il n'y a pas beaucoup de S. Généralement, le premier antibiogramme qu'on fait, notre antibiogramme de base, il y a des R partout.
Puis là, on est obligé de tester des antibiotiques supplémentaires qu'on ne teste pas d'habitude, dont le colistin que j'ai écrit ici. Puis généralement, c'est à peu près la seule chose qui reste sensible. Le colistin, si vous n'avez jamais entendu parler de ça de votre vie, c'est un antibiotique qui est vieux comme le monde. J'exagère, mais pas tant que ça. Un vieil antibiotique qu'on a arrêté d'utiliser de façon importante là, au milieu des années 70 parce que c'était trop toxique. Donc, c'est toxique pour le rein, c'est toxique pour le cerveau. Donc, parce que c'était neurotoxique et néphrotoxique, puis qu'on avait soudainement des alternatives meilleures comme les céphalosporines de troisième génération, on a arrêté d'utiliser ces antibiotiques-là parce que c'était pas très efficace, puis c'était associé avec beaucoup d'effets secondaires. Mais aujourd'hui, on est obligé de ressortir ces antibiotiques-là du garde-robe parce que souvent, quand on a des patients infectés, on n'a rien d'autre à leur offrir que ces antibiotiques-là. Ici, là, sans rentrer dans le détail, parce que c'est une étude qui était assez complexe, mais ici, vous avez le pourcentage d'échecs. C'était tous des patients qui avaient des infections à BGNPC dans le sang. Puis dans le fond, vous avez que quand vous aviez un traitement, quand la bactérie, il restait des petits S, puis qu'on était capable de donner au moins 2 antibiotiques qui avaient l'air de fonctionner, le taux d'échec était 90 le taux d'échec était 10 donc de succès 90 ce qui est vraiment pas mauvais pour quelqu'un qui a des bâtonnets gram-négatifs dans son sang. Mais vous voyez que dès que vous n'êtes pas capable de donner 2 antibiotiques avec des petits S pour ces bactéries-là, bien, le taux d'échec monte de façon importante là, avec plusieurs des antibiotiques qui restent disponibles. Une étude qui a regardé puis qui a essayé de faire la différence entre c'est quoi votre chance de mourir si vous avez une infection avec un E. coli ordinaire versus si vous avez un E. coli producteur de BGNPC, bien, la mortalité attribuable, dans le fond, qu'on peut attribuer au fait que vous ayez une de ces bactéries résistantes-là, est entre 20 et 50 % selon les études. Donc, dans les faits, si vous vous infectez avec ces bactéries-là, vous avez beaucoup plus de chances de décéder de votre infection que si vous aviez fait la même infection avec une bactérie sensible aux antibiotiques, ce qui a plein de sens. Les facteurs de risque, l'âge avancé, avoir plein de comorbidités, vous les voyez ici, les transplantations d'organes, le fait d'avoir pas eu les bons antibiotiques dès le départ. Donc, c'est tous des facteurs de risque qui font en sorte que ces patients-là meurent davantage que les patients qui sont infectés avec des bactéries sensibles aux antibiotiques. Donc, des bactéries qui infectent nos patients vulnérables, pour lesquels on n'a pas beaucoup d'options de traitement. Les options de traitement qu'on a sont toxiques, associées avec une mortalité élevée. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est éviter la propagation de ces bactéries-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives ou d'options. Les bases de la prévention des BGNPC, c'est les mêmes bases de prévention que pour n'importe quelle infection bactérienne. La bonne utilisation des antibiotiques. Plus on utilise des antibiotiques à mauvais escient, plus on a de chances de sélectionner ces bactéries-là. Nous, au laboratoire, la portion de travail qu'on fait, c'est d'essayer de détecter ces bactéries-là dans des échantillons cliniques. Donc, à chaque fois au laboratoire qu'on a une bactérie gram-négative qui est résistante au carbapénème, c'est notre job de nous assurer que ce n'est pas un BGNPC qui a passé à travers les mailles du filet de dépistage. On dépiste les patients à haut risque, puis là, on en a fait plus que jamais du dépistage ces temps-ci. Puis d'un point de vue de travailleurs de la santé, c'est l'hygiène des mains puis les précautions de contact. Juste pour vous montrer qu'à travers les années, il y a beaucoup de sociétés savantes qui ont émis des recommandations sur qui devrait être dépisté. Au Québec, c'est le Comité des infections nosocomiales du Québec, le 5, qui a fait ces recommandations en 2010. On va travailler bientôt sur la mise à jour de ces recommandations-là. Mais pour l'instant, on recommande de dépister les patients qui sont directement admis d'hôpitaux à l'extérieur du Canada parce que jusqu'au moment où ces lignes-là ont été écrites, il n'y avait presque pas de BGNPC au Canada puis au Québec. Donc, la majorité du problème venait de l'extérieur du pays. Donc, il y avait aussi une question de dépister les patients directement admis d'hôpitaux canadiens qui étaient en éclosion parce qu'on ne voulait pas prendre de chance. C'est pas facile de savoir qui est en éclosion ou pas. Au Québec, on a la liste à chaque semaine des hôpitaux qui sont en éclosion avec ces bactéries-là. Donc, ça nous permet de dépister les patients qui sont transférés ou qui ont été hospitalisés dans ces hôpitaux-là. Puis aussi, on dit que les patients qui auraient été hospitalisés au moins 24 heures à l'extérieur du Canada au cours de la dernière année devraient être dépistés lors de leur admission. En cours d'hospitalisation, on dépiste les contacts étroits, donc avoir séjourné au moins 24 heures dans la même chambre que quelqu'un colonisé ou infecté. Aussi les patients de l'unité d'un patient colonisé ou infecté. On a besoin de dépistage chaque semaine tant qu'il y a de la transmission dans l'unité, jusqu'à 3 semaines du dernier cas.
Puis, éventuellement, on va mettre en place des dépistages ponctuels d'unités à risque pour s'assurer qu'on ne se ramasse pas avec un problème qu'on ne soupçonnait pas. Pour ce qui est des autres contacts, il n'y a pas beaucoup de littérature pour les contacts familiaux. Donc, on ne sait pas. Quelqu'un qui en a, par exemple, un patient qui aurait un BGNPC, est-ce que son épouse ou son conjoint est à risque d'être porteur? Il n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, puis les études qui ont été faites sont très contradictoires. Fait qu'il y a des gens qui n'en ont trouvé aucun dans les contacts familiaux, alors qu'il y a des gens qui ont trouvé des prévalences assez élevées. Il n'y a aussi pas beaucoup de littérature sur les travailleurs de la santé. On sait qu'ils peuvent le transmettre. Là, il y a quelques cas où on se dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens de transmission. Là, des patients qui sont alités puis qui n'ont aucun contact avec leurs voisins, puis dans le fond, que le premier est négatif, puis le deuxième qui devient positif en cours d'hospitalisation. Mais il n'y a pas d'études de prévalence claires chez les travailleurs de la santé. Comment on fait pour dépister les BGNPC? Généralement, soit l'écouvillonnage rectal ou la selle. L'écouvillonnage rectal a l'avantage d'être beaucoup plus simple, plus rapide, mais sachez, si vous faites des écouvillonnages rectaux, qu'il faut qu'il y ait des selles visibles sur l'écouvillon, parce que dans le fond, s'il n'y a pas de selles visibles sur l'écouvillon, on n'est pas sûr que l'écouvillon a été bien prélevé, puis on ne voudrait pas faussement dire qu'il n'y en a pas alors qu'il pourrait en avoir. La selle a une meilleure sensibilité, donc on a plus de chances d'en trouver sur une selle, mais c'est plus souvent compliqué d'obtenir un échantillon de selle. La seule raison pourquoi la selle, c'est meilleur, c'est parce qu'on a plus de spécimens à mettre sur nos géloses. Pourquoi est-ce qu'on fait plusieurs dépistages? Bien, on ne connaît pas le délai entre le moment où vous mangez la bactérie puis le moment où on la retrouve dans vos selles, puis on sait qu'il y a de l'excrétion qui est intermittente. Donc, des gens là, qui se sont amusés à dépister à tous les jours, puis des jours il y en avait, des jours il n'y en avait pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir au moins des dépistages à 3 semaines d'intervalle pour maximiser nos chances d'en avoir trouvé s'il y en avait dans les selles du patient. Pour nous, au laboratoire, c'est vraiment ça, trouver un BGNPC, c'est vraiment de trouver Charlie à travers une mère de Charlie. L'autre façon que j'aime illustrer ça, c'est de vous montrer que ça, c'est une souche de E. coli sensible à tous les antibiotiques. Ça, c'est une souche de E. coli productrice de BLSE. Puis ça, c'est une souche de E. coli productrice de carbapénémase. Si quelqu'un qui a de faire la différence entre les trois, je l'engage tout de suite parce que moi, je sauve beaucoup d'argent au laboratoire. Mais vous voyez qu'ils sont identiques. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des géloses sélectives qu'on appelle des géloses chromogéniques qui contiennent des antibiotiques, donc qui se débarrassent des souches qui sont sensibles aux antibiotiques, ne nous laissent que les bactéries qui sont résistantes au carbapénème. Puis après ça, c'est à nous à voir si ces bactéries-là sont productrices de carbapénémase ou pas. L'autre intérêt de ces géloses-là, c'est qu'ils ont des chromogènes qui nous permettent de changer la couleur des bactéries en fonction de leur espèce, ce qui nous permet de voir comme un patient d'un CHSLD qu'on avait depuis longtemps, qui lui est infecté avec 2 bactéries, différentes productrices de BGNPC ou deux BGNPC. Puis dans le fond, à chaque fois, on était capable de voir qu'il y avait les deux ou un des deux. Donc vraiment, ces géloses-là sont fort intéressantes. Une des choses que vous allez bientôt voir sur nos rapports de BGNPC, c'est le TIC. On va l'écrire au long, qui est le test d'inhibition des carbapénèmes. Le problème, c'est que la vraie façon de prouver qu'on a affaire à un BGNPC, c'est de l'envoyer au laboratoire de santé publique pour qu'il fasse un PCR, puis ça peut prendre plusieurs jours. Fait que pour la gestion des lits, pour les questions de mesures de prévention, c'est pas simple. Il y a un nouveau test qu'on peut faire au laboratoire ici qui s'appelle, comme je vous dis, le TIC. Puis dans le fond, si on vous écrit éventuellement que le TIC est positif, le risque que ce soit un BGNPC est assez élevé. Donc pour nous, à partir du moment où le TIC va être positif, on va considérer que c'est un BGNPC, puis on va mettre toutes les mesures en place, quitte à se tromper, puis à dire quelques jours après que, bon, finalement, ça n'en était pas un, mais ça nous permet de sauver beaucoup de temps dans la mise en place des mesures de prévention et d'isolement. Qu'est-ce qu'on fait avec les porteurs? C'est des précautions de contact. Ça se promène pas dans l'air, ces affaires-là. Il faut que ça se transmette par les mains ou par du matériel. Donc, précautions de contact, hygiène des mains. À Maisonneuve, c'est la première fois qu'on a eu une éclosion avec des bactéries comme celle-là, mais dans le passé, on en a eu quelques-uns. Puis depuis le début, qu'on a décidé de mettre un préposé à la porte de ces patients-là quand ils sont hospitalisés. Le seul rôle du préposé, c'est de s'assurer que les mesures de base et les mesures de précaution additionnelles, là, qui sont les mesures de base comme le lavage des mains puis les précautions de contact, sont respectées. Parce que dans le fond, pour l'instant, on n'a pas un gros problème de BGNPC, puis on voudrait que ça reste comme ça. Donc, c'est vraiment la raison. Est-ce que ça fonctionne? On ne le sait pas.
Pour l'instant, on a l'impression que oui, parce que dans le passé, à chaque fois qu'on en a eu un cas, on n'en a jamais eu un deuxième cas. Cette fois-ci, on en a eu quelques cas secondaires, mais à partir du moment où on a réalisé qu'on avait ces bactéries-là puis qu'on a mis en place les mesures de précaution, incluant le préposé, on n'en a pas eu d'autres. Est-ce que c'est anecdotique ou pas, on ne le sait pas, mais pour l'instant, on préfère garder ça. Ce que je peux vous dire, parce que ça aussi c'est anecdotique, c'est que la majorité des autres hôpitaux au Québec qui ont eu des problèmes avec ça ont eu des éclosions beaucoup plus difficiles à contrôler que la nôtre, puis beaucoup plus importantes que la nôtre. Je touche du bois parce qu'il est encore tôt. 2 mois dans une éclosion de BGNPC, c'est un peu tôt pour crier victoire, mais pour l'instant, on a vraiment l'impression que ça nous aide. Puis ça a été une des questions, coudonc, c'est aussi dangereux que ça pour que vous mettiez un préposé à la porte, là. C'est pas l'Ebola, cette affaire-là. C'est juste qu'on veut que les gens respectent les mesures de prévention puis se lavent les mains en rentrant puis en sortant de la chambre. Fait que c'est la façon qu'on a trouvé pour s'assurer pour ces patients-là que ce soit fait. Une personne normale qui n'a pas d'antibiotiques, qui n'est pas malade, on pense que la durée de colonisation est autour de 10 à 20 jours. Par contre, chez les patients qui sont très à risque, le fait d'avoir des dépistages positifs à 3 mois fait en sorte que même 1 an ou 2 plus tard, si vous n'en êtes pas débarrassé rapidement, c'est parce que vous êtes probablement un patient assez malade qui a des facteurs de risque pour le garder. Puis dans le fond, même si l'hospitalisation suivante a lieu des années plus tard, on risque d'en retrouver dans vos selles. Donc, c'est très variable comme durée de colonisation. Est-ce que ça fonctionne de mettre en place ces mesures-là? C'est ce que les Israéliens ont fait. Il faut comprendre que par le temps qu'ils ont commencé à réagir, leur problème était important. Donc, ce qui fait en sorte que là, ils ont beaucoup de ces patients-là très malades qui sont porteurs de ces bactéries-là. Donc, ils risquent de jamais être capables de revenir à un contrôle aussi bas qu'au début. Mais on voit que les précautions permettent de façon importante de réduire l'incidence de ces bestioles-là. Donc, utiliser du matériel à usage unique si possible. C'est des E. coli, des chlebs puis des bactéries bien ordinaires. C'est juste qu'ils sont résistantes aux antibiotiques. Donc, les produits de nettoyage réguliers fonctionnent. Les solutions hydroalcooliques fonctionnent. Ce n'est pas plus difficile de détruire un E. coli BGNPC qu'un E. coli non BGNPC, mais encore faut-il se laver les mains, puis encore faut-il se les laver comme il faut. Il faut faire attention au matériel high touch parce qu'il y a pas mal de littérature qui montre que les endroits très, très proches du patient deviennent facilement contaminés. Donc, ce que j'avais comme message clé, c'est que les BGNPC, là, c'est notre population, c'est nos clients, nos patients vulnérables qui risquent de se coloniser puis s'infecter avec ces bactéries-là. Mais pour ces patients-là, on n'a pas beaucoup d'options de traitement puis la mortalité est élevée. Fait que ce qu'il faut faire, c'est essayer d'éviter de coloniser puis d'infecter d'autres patients parce que pour l'instant, c'est la meilleure solution qu'on a face à ce problème émergent. Avez-vous des questions?